Salut, ici Johan Yangting, bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais faire suite à mon podcast précédent dans lequel j'avais réagi à ce reportage d'M6 sur les coachs et j'avais donné un petit peu mon avis entre les nouveaux médias et les anciens médias. Vous avez été assez nombreux à réagir, notamment sur Facebook, j'ai eu énormément de retours, principalement positifs, donc merci à tous. Il y a eu aussi des réactions que j'ai trouvées pertinentes et je voulais y rebondir dessus. Alors, honnêtement, voilà, c'est vrai que on m'a demandé beaucoup, et il y a eu pas mal de débats sur où étaient les limites du développement personnel. Parce qu'en fait, si on prend du recul par rapport à ce reportage, ils ont beaucoup tapé sur des points spécifiques, notamment ils ont tapé sur le développement personnel, et ils ont beaucoup tapé sur le fait de faire du business et du commerce avec le développement personnel. Alors, ce qui est revenu le plus en réaction, c'est le problème du prix, c'est-à-dire l'argent, les méthodes commerciales pour vendre des séminaires, des formations, etc. Et je vais en parler ici. Également, je vais donner mon avis sur, en tout cas, là par contre, ça va être très subjectif, très personnel, sur moi, où je trouve les limites et qu'est-ce que moi j'estime qui devrait être fait, des pistes d'amélioration, notamment dans ce domaine. Et après, comme je dis, c'est pas pour faire la morale ou pour dire ce qui est bien ou mal, c'est juste moi, ma vision et où sont par rapport à mes valeurs les limites, où sont par rapport à ce que je peux mettre comme éthique dans mon activité les limites. Et c'est des points que j'ai déjà abordés il y a plusieurs années et même que j'aborde parfois dans des contenus, mais là je vais condenser et y revenir en donnant un avis un peu plus à jour avec ce contexte. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment et qui veulent du sang, du clash, un peu comme ce qu'on voit à la télé, qui veulent que je m'attaque à des personnes en particulier. Honnêtement, je suis pas là pour débattre sur des personnes, je préfère débattre sur des idées, des pratiques, pas sur des individus, ça apporte absolument rien. Je préfère élever les choses et parler vraiment de méthodes, de pratiques, d'idées, sans cibler des personnes en particulier. Donc si vous cherchez à que je cible quelqu'un ou que je parle de quelqu'un, c'est pas le but. Je veux juste parler de ce domaine en général, de ce qui est fait par plusieurs personnes, et ce qui pourrait être fait, est-ce que même moi aussi je vais vous dire ce que je fais par rapport à des erreurs que même moi j'ai pu faire par le passé, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas tous blancs comme neige, on n'est pas tous noirs, on évolue. Et d'ailleurs, concernant la télévision uniquement, je vais pas m'attarder dessus. Voilà, on est tous d'accord que ce n'était pas vraiment du bon travail de journalistique qu'ils ont mis ils ont pris ils ont pris un parti pris très orienté. C'était pas non plus ils ont mis en lumière juste un aspect, mais ils ont mis en lumière un aspect. Donc cet aspect, on peut pas le nier. Ce qu'ils ont montré, c'est une réalité très bon. Ils ont mis ça en forme d'une façon particulière, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et pour ceux qui disent oui, mais la télé n'a pas que du mauvais. J'ai jamais dit le contraire. J'ai même d'ailleurs dit que justement, je donnais l'exemple que par exemple la télé-réalité était l'une des dérives de la télé dans les pratiques qu'il y a maintenant actuellement, et que justement c'est pas parce qu'il y a des dérives dans la télé que toute la télé est à jeter. Pareil, comme je le disais, pas parce qu'il y a des dérives dans le développement personnel que tout le développement personnel est à jeter. Donc ça, c'est pour juste remettre le contexte. Volontairement, je n'ai pas mis de titre, que ça soit dans celui-là ou dans l'ancien, de titre avec les noms des personnes concernées ou avec M6 ou ma réaction face à ça, etc. Parce que mon but c'est pas de faire le buzz ou de surfer sur ça et faire exactement comme la télé et surfer sur un malheur des autres. C'est juste, voilà, on parle de contexte. C'est un message que j'avais envie de partager depuis très longtemps, et ceux qui me suivent le savent. C'est juste que voilà, j'ai fait le choix de pas toujours aborder ce que moi je trouve mal, plus aborder les solutions. Mais ça arrive, parfois c'est bien de faire là c'est pas un coup de gueule, mais juste de remettre les choses dans le contexte, et c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions aussi sur le rapport en France à la réussite, j'avais déjà fait une vidéo il y a de ça très longtemps, qui se nomme « A-t-on le droit de réussir en France ?» Si vous voulez le voir sur ma chaîne, je mettrai le lien en description. Et dans cette vidéo, j'aborde ça, le rapport à la réussite en France, et j'en ai parlé aussi dans le podcast qui était avant celui que j'ai fait sur les coachs, et où j'ai un petit peu abordé ça. Donc voilà, pour la mentalité un peu franco-française. Bref, c'est une réalité, la télé défonce ce domaine, ça c'est un fait, il focalise sur ses dérives, ses mauvais côtés, pas que sur du positif, et il y a des mauvais côtés, et ces mauvais côtés je vais les aborder. Déjà, je vais juste remettre déjà dans le contexte, je parlais de l'ancien monde et du nouveau monde,
Pourquoi c'est aussi mal vu? Juste le développement personnel, pourquoi c'est mal vu? Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, pourquoi ce serait plus mal de vendre de l'aide d'une personne avec des antidépresseurs ou des médicaments? Dans notre société, c'est pas si mal vu que ça. Ou alors, c'est coutume d'aller à la pharmacie prendre des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Par contre, c'est pas ok de vendre une thérapie, c'est pas ok de vendre une médecine alternative, c'est pas ok de vendre une introspection. C'est ça. C'est-à-dire que la médecine classique, l'industrie pharmaceutique, tout ça, c'est ok. Dans l'ancien monde, dans le nouveau monde, peut-être des réflexions, peut-être une approche un peu différente, c'est mal vu. Et c'est ça aussi, c'est peut-être qu'il y a aussi un rapport il y a du changement et qu'il y a un monde qui est peut-être figé, qui comprend pas, qui cherche pas à comprendre, et qui tape sur quelque chose de nouveau qui arrive sans chercher à le comprendre, en disant que c'est juste des dérives, sans voir l'intégralité de la chose. Mais où est la dérive justement? Pourquoi il y a cette perception? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des dérives, notamment en développement personnel? Alors je vais vous le dire, et déjà personnellement, là c'est très personnel, aller à un événement où on va me demander constamment de sauter, de faire des câlins à tout le monde, de danser, de me mettre dans des états pas possibles, de pleurer, de crier, etc., ça va me saouler. Ça va profondément me saouler. Je suis pas du genre à aimer juste le show, les trucs comme ça. Si je veux du show, si je veux m'éclater, je vais à un concert. Je vais à un concert, j'ai parlé de Michael Jackson et Bob Marley, bon, hélas ils ne sont plus là, mais bref, si je veux m'éclater, je vais à un concert. Si je veux un truc de dev perso, c'est parce que j'ai envie de travailler sur moi. Et peut-être qu'il y a des outils comme ça, peut-être qui me mettent dans des étapes pour faire sortir des choses, mais non, ça m'intéresse pas parce que c'est trop temporaire. C'est trop temporaire, je préfère qu'on me donne du contenu, qu'on me donne des outils, de l'introspection, qu'on m'amène à réfléchir sans me mettre dans tous mes états. Au contraire, je préfère plus qu'on me calme, que je sois vraiment concentré et focus à 200%, pas dans l'hystérie, pas dans les faits comme après le sport ou autre. Et donc, ça c'est personnel, hein, je dis bien que c'est personnel, et surtout, on parlait de méthode de vente commerciale. Si en plus je suis dans l'état hystérique, que j'ai sécrété un max de dopamine, de tout ce qui va être comme après une grosse séance de sport, que je suis dans un état un petit peu second de transe, que j'ai aussi de l'adrénaline, etc., et qu'à ce moment-là on me vend au truc, là c'est clairement de la manipulation. Et beaucoup ont dit que en fait le problème de fond, c'est, et ce que le reportage met en lumière, c'est les pratiques commerciales, notamment les prix. Alors, le prix, je vais y arriver. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils critiquent un investissement à plusieurs milliers d'euros. Alors moi, mon problème, c'est pas juste le prix. C'est pas le prix en lui-même. Comme je dis encore une fois, un prix, ça ne veut rien dire. Un tarif, ça ne veut rien dire. C'est le contexte de ce tarif, c'est ce qu'il apporte et c'est la valeur perçue. C'est-à-dire que s'il y a un réel retour sur investissement, qu'il y a tout ce qui est mis en place derrière, et que le client estime que le prix est adapté à sa situation, il n'y a pas de problème. Par contre, et c'est justement, vous avez vu pourquoi j'ai dit que le client estime que c'est adapté à sa situation et qu'il y a un retour sur investissement, c'est le rapport entre le prix, le temps de réflexion du client, la capacité à réfléchir de ce client, est-ce qu'il a tous les éléments en commerce, est-ce qu'il a tous les éléments pour prendre sa décision, et surtout, est-ce qu'il est éclairé dans sa prise de décision? Quand on achète une voiture, quand on refait par exemple le mobilier de sa maison, et si on monte encore plus dans les prix, quand on investit dans un appartement, donc quand on fait des gros investissements qui se comptent en plusieurs milliers d'euros, ce sont des actes réfléchis. On prend le temps de comparer, on prend le temps de tester, etc. Or, quand on vend à quelqu'un des choses très chères, avec une grosse pression, dans un contexte particulier où on l'isole, où on le met dans des états de transe, où on le pousse, là oui, il n'a pas le temps de réfléchir, et là, est-ce que c'est éthique? La grosse question. Et comme j'ai dit, le problème, c'est pas juste le prix, le problème, c'est la méthode commerciale qu'il y a derrière, qui fait que ce prix qui est très, très élevé, est-ce qu'il va mettre quelqu'un en danger? Par rapport à ça, il y a des pratiques qui se font dans le coaching, parce que là, ils ont mis en lumière cette pratique-là, qui, moi, personnellement, je trouve qui est pas éthique. Il y a d'autres approches qui sont faites, et qui font qu'il y a des coachs qui proposent des prix plus ou moins élevés, mais qui ne vont pas mettre leurs clients dans des situations difficiles. Je vous l'explique. Déjà, juste remettre les choses, c'est qu'on dit, on reproche de faire du profit sur le malheur des gens.
C'est exactement ce que font l'industrie pharmaceutique, la télévision, la presse, qui vendent du buzz, de la provocation, du clash. Et tout ça n'est pas glorieux. Faire du profit sur le malheur, il y a tellement d'industries qui le font que, et je dis pas que c'est bien, hein, parce que les autres le font, voilà, on peut pas critiquer, c'est pas le but. Je dis juste que c'est un commerce qui existe. Mais en fait, le truc, c'est pour pas rester sur le profit, sur le malheur des autres, puisque dans beaucoup de ces cas-là, comme j'ai dit dans mon podcast précédent, il y a une offre parce qu'il y a une demande. On fait pas du profit sur le malheur, on fait du profit sur transformer ce malheur en bonheur. C'est ça le but. Comme un antidépresseur qui fait du profit sur t'es pas bien, quand tu vas prendre les cachets, tu vas te sentir mieux. Comme l'industrie plus cachée, plus dark et illégale de la drogue qui va te vendre un état euphorique. Et j'ai donné l'exemple de la drogue, c'est pas pour rien. Je vous l'explique parce que ça va arriver à un autre point qui pour moi est un point de dérive. Mais on va rester d'abord sur l'aspect financier et commercial. Ok, ils font du profit. Bon, faut quand même pas obliger, parce que je sais qu'il y a beaucoup de réactions de personnes qui disent mais le partage, s'il est si philanthrope, il devrait le faire gratuitement. Bon là, le rapport à l'argent, ça je peux pas être trop éduqué dessus. Faut pas oublier qu'il y a une salle à louer, qu'il y a une entreprise, qu'il y a des employés, qu'il y a des personnes qui sont là pour organiser l'événement, qu'il y a le transport pour aller au lieu de l'événement, qu'il y a le matériel pour filmer, qu'il y a une équipe derrière. Bref, forcément, il y aura toujours un prix minimum. Et après, on peut pas reprocher à la personne de gagner de l'argent. C'est comme je dis, si le business apporte de la valeur, il n'y a pas de mal à gagner de l'argent s'il y a un retour sur investissement. Mais c'est là le problème du retour sur investissement. Parce qu'il y a une différence entre manipulation et influence. Là, je vais vous lire simplement un article que j'ai écrit il y a des années sur proinfluence.com, qui était l'un de mes premiers blogs. Quelle est la différence entre l'influence et la manipulation ? Alors, l'influence, c'est le processus par lequel une personne fait adopter un point de vue par un autre, au moyen de la persuasion, de la séduction, sans recourir à la force, sans promettre de contrepartie, sans se réclamer de l'autorité. C'est la définition de l'influence. La manipulation, c'est lorsqu'il y a une emprise sur une personne ou sur un groupe de personnes, et que cette emprise affecte ses capacités de jugement. On parle de prise de contrôle des esprits. La manipulation mentale s'appuie en général sur l'émotion, peur, affection, espoir et l'instinct, la répétition, la pression physique et morale, des biais cognitifs, fausses informations, simplification rhétorique, sophisme, les systèmes de récompense et de punition, le principe de maître, donc de le supériorité, autorité. Et on pourrait dire donc que l'influence consiste à convaincre l'autre par l'argumentation, et la prise de décision se fait par son libre jugement, mais on l'influence quand même. Alors que la manipulation pousse l'autre à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise par son simple jugement, donc dans un cadre de jugement différent. Le problème éthique se pose donc quand il y a usage principalement de la manipulation. Vous avez compris, est-ce que les personnes qui prennent cette décision financière sont dans un bon état de jugement ? Et c'est là, pour moi, la limite éthique du développement personnel. C'est où on manipule et où on influence. Et parfois, je sais que c'est très difficile de différencier les deux. Et ça, pour moi, j'ai une idée et je l'ai implémentée. Cette idée dans mes pratiques commerciales. Alors, déjà, moi je considère que quand on dépasse 1000 on dépasse les 1000-2000 euros, on commence à rentrer dans des investissements importants. Peut-être pas forcément pour une entreprise, mais important pour un particulier. Si on est dans le B2C, dans le business to client, dans le business orienté vers des particuliers. Un particulier, quand on rentre dans les milliers d'euros d'investissement, c'est beaucoup. Après, ça dépend de la situation. C'est pour ça que je dis, si tu vends un coaching à quelqu'un qui est très aisé et qui veut, par exemple, son coach pour son yoga, son coach pour le motiver, son coach pour la nutrition et qu'il est prêt à le payer plusieurs milliers d'euros, c'est pas un problème. Et c'est justement ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'il serait pas intéressant, parce que je parle de jugement, parce qu'il y a aussi une part de responsabilité du vendeur, de faire plutôt des entretiens qu'on monte en gamme, plutôt que de faire juste du commercial agressif, où la personne n'a pas, où il y a beaucoup d'omissions et la personne n'est pas en pleine capacité de juger, et de faire vraiment un filtre à l'entrée. Et c'est pour ça que, par exemple, dans mon cas, quand je fais des prestations à plusieurs milliers d'euros, et je m'adresse souvent notamment à des business, j'ai un entretien et je vérifie la capacité à aider et garantir la promesse. C'est-à-dire que, et ça c'est une pratique que font beaucoup de coachs, qu'on pourrait dire entre guillemets éthiques.
c'est quand le coach a un vrai entretien, évalue au cas par cas, s'il est en capacité d'aider la personne. D'aider cette personne, de l'accompagner. Parce qu'il y a une promesse de changer de vie, de trouver son travail, de s'enrichir, peu importe. Est-ce qu'on est en capacité de tenir ces promesses? Et la seule façon de le savoir, bon, après je sais qu'on ne peut pas toujours, il y a toujours, malgré tous les filtres, il y a des personnes qui vont rentrer, mais dans ce cas, il faut avoir l'humilité de le comprendre. Mais je vais revenir sur l'humilité. Et donc, pour moi, c'est ça. Le problème, c'est pas le prix. Le problème, c'est à qui on propose ce prix. Comment vérifier si on met pas en danger une personne qu'on propose ce prix? Si il faut pas de mettre en... Bah justement, s'il y a des commerciaux, que ces commerciaux soient pas là juste pour pousser, qu'ils soient là pour discuter vraiment des besoins de la personne pour savoir s'ils peuvent l'accompagner plus loin. Et c'est pour ça, moi, la partie éthique. C'est pas d'avoir des prix chers. C'est pas un problème de prix cher. C'est un problème de cohérence entre le tarif, ce qu'on propose et la personne, est-ce qu'elle est en capacité, ou l'entreprise, est-ce qu'elle est en capacité d'assurer l'investissement. Et c'est ça, pour moi, une pratique éthique. Mais c'est mon avis personnel. Deuxième dérive, c'est la création de dépendance. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est beaucoup de show. Il y a le show à l'américaine, etc. Et du coup, les gens admirent leur idole. Ce sont leurs modèles. Mais comme on le dit dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'avais fait une vidéo il y a de ça, c'était cette année d'ailleurs, je l'ai faite, sur la liberté d'expression et la responsabilité que j'avais vis-à-vis des gens qui me suivent. Et je parlais aussi de toutes ces personnes qui font des vidéos, qui se rendent pas compte qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des gens qui les suivent. C'était un moment où je m'étais beaucoup énervé, j'avais fait vraiment un coup de gueule sur ce que disaient certains sur l'école à des gens très jeunes. Et pourquoi j'avais fait ce coup de gueule? Parce que... certains crachent sur l'école, certains crachent sur le salariat, etc. Mais ils oublient qu'ils ont une audience parfois très jeune, qui justement n'a pas les capacités totales de jugement, ou l'esprit critique développé suffisamment, et qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils les conditionnent. C'est comme ça, il faut faire comme ça. L'école, c'est mal. L'éducation nationale, c'est mal. Le salariat, c'est nul. Vous êtes des moutons si vous devenez salarié, devenez entrepreneur. Mais c'est aussi du conditionnement. On les fait pas réfléchir, on les conditionne. Et pour moi, ça, en fait, ça crée une sorte de dépendance. Ça crée une sorte d'effet de mouvement de masse, et donc c'est presque comme les dérives sectaires. Je dis pas que c'est une dérive sectaire, mais c'est un peu les mêmes techniques des sectes, de créer comme ça des mouvements qui sont basés souvent sur des outils de manipulation, justement. Et ce qui peut me choquer, parce qu'on parlait des prix, c'est pourquoi des personnes qui suivent et qui ont suivi des programmes qui sont payés très cher ont besoin de racheter constamment soit ces mêmes programmes, soit encore d'autres trucs. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment ce retour sur investissement, il n'y aurait pas d'addiction, en fait. Et là, pour moi, là où il y a la deuxième dérive, pour moi, c'est comme vendre de la drogue. C'est vendre aux gens des shots où ils vont devenir accros et vouloir tout le temps racheter leur dose de motivation, leur dose de coups de pied aux fesses, leur dose de trucs comme ça. Et c'est ça. C'est comme aussi, je parlais de dépendance, de vendre de l'argent. C'est-à-dire de manquer d'humilité dans la promesse, dans la capacité à aider quelqu'un à s'enrichir. Et c'est ça mon point, la troisième dérive. Donc la deuxième dérive, c'est pour moi la dépendance, l'effet gourou, justement. C'est ça l'effet gourou, de créer une dépendance vis-à-vis de son audience, au lieu de les amener à réfléchir et de les rendre autonomes, notamment même quand on les fait payer, qu'à la fin c'est bon, ils sont autonomes, ils volent par leurs propres ailes. Mais ça, encore une fois, on peut pas toujours le contrôler. Il y a des personnes parfois qui, même dans mon cas, c'est transparence de le dire, qu'il y a des fois, il y a des personnes où je me suis rendu compte qu'ils avaient tendance à me dire, mais c'est grâce à toi que ma vie change, j'ai besoin de tes vidéos, etc. J'ose leur dire, c'est pas grâce à moi, c'est à toi de te prendre en main. Il faut pas que tu deviennes accro à mon contenu, au contraire, je préfère que tu deviennes autonome et que tu n'aies plus besoin de ce contenu au bout d'un moment. C'est ça, en fait. On arrive à l'humilité. Beaucoup de ce qui a été reproché, c'est d'être plus concentré sur le show que sur le fond. C'est-à-dire que beaucoup voilà, un peu le show où on met les gens en transe, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dessus, mais si un événement, pour moi, si on dépasse les 1 tiers ou 50%, où c'est juste ça, c'est du show, où est la promesse? On a promis un changement, on a promis les transformations, on a promis, etc. Mais dans ce cas, c'est bien qu'il y ait du show, c'est bien de remettre en énergie, mais si c'est que ça, il y a un moment, il manque de fond. Et c'est-à-dire que
il faut avoir l'humilité pour moi de comprendre qu'on ne peut pas changer la vie de tout le monde, qu'on ne peut pas aider tout le monde. Je parlais justement de mettre des filtres à l'entrée, et c'est aussi se prendre, on connaît les faits qu'on peut avoir, la responsabilité qu'on a sur un bon discours, etc. Est-ce qu'on se prend pour une star, on se rend inaccessible, on prend les autres de haut, on devient vraiment comme une sorte de demi-dieu, on se vend tout le temps avec des chiffres. Moi j'ai cartonné, moi j'ai fait ça. C'est bien d'en parler, c'est bien d'inspirer. Moi-même je parle souvent de mes résultats pour motiver, mais un peu d'humilité, de comprendre qu'on ne va pas forcément, parce qu'on a eu des résultats ou qu'on est sur la scène, réussir à transformer tout le monde, ou devenir le dieu qui va l'amener vers la rédemption, ou je sais pas quoi. Faut pas oublier que on est là pour servir des clients. On n'est pas là pour mesurer les quéquettes de combien j'ai fait sur mon dernier lancement, ou à quel point je suis génial, ou de comparer les voitures et tout, non. Et pour ça que moi ça me choque, et je parlais de ma perception des dérives, je trouve ça choquant d'étaler sa richesse face à ses mêmes clients, alors que cette richesse vient de l'argent de ces mêmes clients. Étale tes résultats avec tes clients, étale tes transformations que tu as réussies, étale justement ces fameuses promesses que tu fais de montrer que tu aides vraiment. Moi, quelqu'un qui étale, je veux dire, j'imagine, hein, j'investis, et puis demain le mec il me fait une vidéo où il me dit ouais, on va dépenser l'argent des abonnés, etc. et qui me montre voici comment j'ai acheté ma nouvelle voiture et ma nouvelle Rolex avec l'argent de mes clients. Et moi j'ai payé. Et j'attends derrière qu'il m'aide dans mes investissements, je ne sais pas où, en immobilier ou je sais pas quoi. Et là je me dis ouais bon, ok mec, mais tu m'avais promis un ROI là. Il y a un souci, vraiment arrête de flamber et donne-moi mon contenu quoi. Et je dis pas qu'il n'y a pas forcément du contenu, mais je dis juste que moi personnellement ça me choque. Si ça en choque pas d'autres, pas de souci. Ce podcast c'est ma perception. Mais pour moi je trouve ça, ce manque d'humilité, moi personnellement, au bout d'un moment ça me saoule. Ça me saoule profondément. C'est bon les gars, on a compris, vous avez une influence, vous êtes bons, etc. Recentrez-vous sur justement votre discours philanthropique d'aider les autres. Voilà. Et par rapport à ce discours, il y a un moment il serait temps d'assumer. Et pour moi, ça a l'air dérive, c'est le manque de transparence. Le gros problème, c'est l'argent, de faire du profit. C'est ok d'avoir une entreprise, c'est ok de faire du profit avec du coaching, c'est ok de vendre. Il faut juste être au clair avec ça. Vous savez, c'est pas parce qu'on a une entreprise que ça nous empêche d'être philanthrope ou qu'avec cette entreprise, on soit au service des autres. Je prends l'exemple, il est horrible, mais justement, c'est pour ça parce qu'il est horrible quand je peux le prendre, même s'il est fictif. On prend Iron Man. Iron Man, à la base, l'Empire et l'argent qu'il a est venu sur le commerce des armes. Mais le truc, c'est que finalement, lui, il est philanthrope et qu'il a envie de transformer toute sa technologie, tout ça, pour aider les autres. Donc il devient un super-héros malgré lui, pour aussi créer les technologies, des énergies propres, etc. Bref, tout cet argent est remis au profit finalement, et il y a eu un changement. Il y a eu un changement de l'entreprise, même si elle a fait sa richesse sur du malheur, justement, et sur de la guerre, mais derrière, qui a envie de mettre ça au service. Mais si on prend l'exemple réel, je prends l'exemple de, par exemple, Bill Gates, qui a créé son empire et qui maintenant met cet argent au profit d'associations, même sa propre association, pour aider. C'est-à-dire que c'est pas parce au contraire, plus on a de moyens, plus on peut aider. C'est-à-dire que l'argent, c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on va en faire, c'est comment on va l'utiliser, à quel intérêt on va le mettre. Est-ce qu'on le met pour soi-même? Est-ce qu'on le met pour les autres? Est-ce que on peut c'est pas mauvais aussi de le mettre pour soi. Je veux dire, si le mec, il a suffisamment de moyens aussi pour se mettre bien, et parce qu'il est bien, il peut plus aider, on va pas lui reprocher cette réussite. Et c'est ça. Le seul truc, c'est qu'à partir du moment qu'on est ok avec ça, et je suis pas là pour dire, par contre, j'ai aucun problème à dire si cet argent est utilisé pour ça ou pour ça, c'est bien ou c'est mal, etc. C'est juste à partir du moment que la personne est ok et assume. Je préfère le gros connard qui assume que le mec qui veut se faire passer pour ce qui n'est pas et qui n'assume pas derrière. Et c'est pour ça que quand j'ai dit, moi, le problème quand quelqu'un flambe trop, c'est parce qu'il flambe trop et que derrière il dit qu'il est philanthrope, qu'il va m'aider, etc. Et puis derrière je vois qu'il fait juste que flamber. Pour moi ça c'est un problème. Et c'est ça en fait, c'est que
Est-ce qu'on va critiquer un restaurant parce qu'il cuisine pour vous, alors qu'il y a, vous pouvez très bien cuisiner chez vous, et c'est pas un souci. Est-ce que c'est mal que les restaurants vendent ça? Est-ce que c'est mal qu'il y ait des cinémas, alors que chez nous on peut regarder des films? Bref, donc est-ce que c'est mal qu'il y ait des gens qui vendent des prestations, etc., alors qu'on peut lire des livres, alors qu'on peut voir des vidéos gratuites? C'est ça en fait, c'est que la morale sur l'argent, c'est pas le problème, c'est pas l'argent. Le problème c'est ce qui en est fait. Et comment il est gagné, etc. Donc pour moi en fait, je pense que le coaching est très jeune, notamment en France. En Amérique du Nord, c'est beaucoup plus débridé, plus accepté, en Angleterre aussi. Par contre, ils ont fait aussi beaucoup d'erreurs. Je dis pas que c'est tout rose, hein. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Il y a eu énormément de dérives. Il y a eu aussi des séminaires où il y a eu des morts à cause des dérives. Il y a eu beaucoup de sectes qui se sont construites avec ça. Et c'est justement ça, c'est que plutôt que de répéter les mêmes erreurs, puisque souvent on voit que on suit les traces de ces marchés plus avancés que nous, en tout cas en France, qu'on compare l'Amérique du Nord à la France, justement apprendre aussi de leurs erreurs pour pas les faire. N'est-ce pas l'occasion de se remettre en question? Voilà, ok, dans le contexte, les journalistes ont mis le nez dans un endroit où ça pue. Et ça pue, c'est une réalité, j'en ai parlé là. Donc où on met les limites? Est-ce qu'on se remet pas en question? Est-ce que c'est pas le moment de justement améliorer beaucoup de points? Je sais qu'il y a une époque où il y avait eu un gros buzz dans le domaine infopreneur des pratiques commerciales un petit peu exagérées, et justement ce qu'on appelait les vendeurs de rêves, des gens qui mettaient des grosses sommes pour des gens en vendant des changements de vie. Et il y a eu pas mal de remises en question, je sais que beaucoup se sont mis à justement mettre des candidatures, des filtres à l'entrée, de revoir leur discours, etc. Donc comme quoi on peut s'améliorer, on peut changer. Et c'est ça en fait. Et l'idée c'est que, et je suis pas là à vous dire que moi tout ce que je fais est forcément mieux que les autres, que moi je suis éthique et pas les autres, etc. Je donne juste, là c'était ma perception. Et ça se trouve, moi ce que je considère comme éthique, il y en a d'autres qui le considèrent comme pas du tout éthique. C'est pour ça que je dis que et où on met ce qui est bien et ce qui est mal. C'est juste que là, je voulais le partager, vous m'avez demandé ce qui, moi, représente les dérives du développement personnel. Et pour moi, les dérives, elles sont là. En tout cas, mes limites et les limites que j'estime sont là. C'est-à-dire, éclairer l'acte d'achat. C'est-à-dire que, voilà, j'hésite pas souvent à dire pour qui ce n'est pas. Oui, je refuse parfois des clients et ils me demandent, et un entretien, ils me disent je suis dans telle situation, etc. Je dis ok, si c'est cette situation là, je pense pas que ça va vous aider, ou alors vous n'êtes pas en capacité financière de suivre ce programme. Il faut pas avoir peur de le dire. C'est ça, parce que si ça met en difficulté financièrement, n'investissez pas. C'est pour ça que je vise de plus en plus d'entreprises, parce que l'entreprise, c'est moins dur de mettre une entreprise en difficulté qu'un particulier, et les entreprises ont souvent plus de moyens, et l'entrepreneur à la base a un niveau qui fait que justement il y a des enjeux, une comptabilité, etc., qui fait que c'est beaucoup moins émotionnel. Quand on fait une décision au niveau business, généralement elle est beaucoup plus éclairée. Enfin, généralement, je dis bien. Et c'est ça, bref, c'est pour dire que plutôt que de bourriner, de faire du rentre dedans, éclairer l'acte d'achat, ne pas comprendre que même si on a des gros tarifs et qu'on estime que ces tarifs sont justifiés, s'ils sont justifiés, travailler aussi sur la cible pour que ça soit justifié pour elle. Éviter au maximum la dépendance aussi, c'est-à-dire même si on ne peut pas contrôler ça, c'est une réalité, prendre conscience qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité vis-à-vis de son audience, vis-à-vis des gens, et cette responsabilité fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas les amener droit au mur, et qu'il faut garder les pieds sur terre. C'est ça, c'est rester humble. L'humilité, se connecter au rôle de son entreprise, vraiment se reconnecter au rôle de son entreprise, qui est de servir ses clients. Ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Et moi, le premier, parfois, je l'oublie. Parce que parfois, on est dans les chiffres, on se dit, bon, il y a un enjeu pour les campagnes, etc. Oui, mais c'est quoi ton rôle? Ah oui, il faut que je serve mieux mes clients. Donc voilà, si je balance la sauce derrière, il faut qu'il y ait le suivi derrière aussi qui assure. La transparence. Assumer qu'on aime l'argent, qu'on gagne de l'argent, qu'on a une entreprise. Même si on a un discours philanthrope, on assume qu'on aime l'argent. Ok, moi je le dis, je vends des trucs. Oh là là, si vous n'êtes pas content, tant pis. Je vends des choses, je vends des formations, je vends du conseil, je vends de l'accompagnement, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais il n'y a pas de souci. Mais au moins je suis transparent. Et on peut avoir un impact. Ça n'empêche pas. Le discours, si t'es philanthrope, fais-le gratuitement, ça marche pas. Il faut financer. Il y a des besoins de moyens. Pour aller plus haut, il y a besoin de moyens. Même les associations qui font des actions bienveillantes ont besoin d'argent, c'est une réalité.
Et au final, comment finir tout ça? C'est, pour moi, en fait, c'est une question de valeur. De rester toujours au clair avec ses valeurs. Parce que voilà, vous avez vu, vous serez toujours critiqué, je suis critiqué, je serai critiqué, j'étais critiqué, les personnes dans le reportage ont été critiquées, etc. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'on le fasse dans le cadre de ses valeurs. Il y a toujours des cyniques, des sceptiques, des haters, etc. Mais à partir du moment qu'on est au clair avec ses valeurs, ben, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire rester aligné. S'il y a des gens qui, voilà, là c'était ma perception personnelle. S'il y a des gens qui estiment que cette perception, pour eux, les limites peuvent aller plus loin et qui sont pas d'accord, du moment qu'ils sont en accord avec leurs valeurs, personnellement, enfin moi je m'en fous, enfin à la base je m'en fous déjà, mais c'est-à-dire que du moment que on est au clair avec ses valeurs, avec ses objectifs, qu'on est aligné, et c'est pas toujours facile de rester aligné, voilà. Du moment qu'on est au clair et qu'on est transparent, je pense pas que les soucis arrivent vraiment. Et si des gens ont des pratiques différentes, ou qu'une pratique qui nous plaise pas, par exemple, je prends mon cas, je vais pas passer mon temps à focaliser sur eux, ou à les critiquer, ou à les dire ils se comportent comme des gourous, et comme ils se comportent comme des gourous, ils profitent des gens, il faut absolument que je les attaque et que je parle que de ça. Mais en fait, plutôt que d'aller contre-attaquer des pratiques qui me plaisent pas, je préfère faire moi ce qui me semble bon. Tout simplement. Voilà, plutôt, je prends l'exemple souvent de la guerre entre les véganismes et ceux qui mangent de la viande. Plutôt d'aller attaquer ceux qui mangent de la viande, mettez en lumière le fait de ne pas manger de viande, mettez en lumière des choses, donnez envie, plutôt que de faire un discours moralisateur qui tape sur les autres. C'est-à-dire que voilà, je dis souvent, je préfère mettre mon énergie à créer qu'être contre les autres. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, j'ai dit ce qui pour moi sont les limites, mais j'ai essayé au mieux, et j'espère que j'ai réussi, de montrer s'il y a ces limites, qu'est-ce que moi, en tout cas, je fais. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire plus, et qu'est-ce qui, pour moi, je pense, devrait être plus fait, dans mes perceptions. Mais à chacun de faire ce qui lui semble bon. Donc voilà, c'était mon idée, vous êtes libre de débattre en commentaire, dans le cadre du respect. Et voilà, donc c'était ma vision, non pas personnelle, c'est une vision qui n'a pas beaucoup changé depuis très longtemps. Moi-même, je crois que je suis pas sensible à certains discours, certaines approches. D'autres le sont, mais c'est là où je pense aussi qu'il y a une richesse dans ce domaine, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Mais je pense que faut pas oublier, c'est vraiment le point où je veux pas pour moi qui est central, faut pas oublier que c'est un métier où il y a une grosse responsabilité. Et comme toute responsabilité, il faut l'avoir en tête. Parce que nous avons tous, quand on a cette position, on a un énorme pouvoir. Et tout pouvoir implique de grandes responsabilités. À très bientôt.